Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde chaotique dans lequel nous évoluons. Vous le savez peut-être pas, mais j'adore la musique. Toutes les musiques, mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour la musique électronique. Sur ce podcast, j'ai reçu plein d'artistes, comme Abdel Malik, évidemment, mais aussi Derek, qui a créé Le Cercle, si vous connaissez, mais aussi André Manoukian, ou encore Ibrahim Malouf. Et aujourd'hui, je reçois un artiste que j'adore, qui s'appelle Agoria, Sébastien, de son prénom. Et avec Agoria, on va parler de plein de sujets. On va évidemment parler de l'origine de la musique électronique. On va parler d'où ça vient, comment c'est venu en France. On va parler de l'impact que ça a eu en France. En particulier, on va parler de la French Touch. On va parler des nuits sonores qu'il a créées à Lyon. On va parler de Burning Man. On va parler des drogues. On va parler de plein de sujets. On va surtout avoir une conversation que je trouve, moi, hyper intéressante sur le rôle d'un artiste. C'est quoi un artiste? Comment ça se différencie d'un businessman? Comment la musique électronique en particulier est en train d'évoluer avec l'IA? Bref, des sujets qui sont divers, mais extrêmement intéressants. Agoria, il a joué pour les Jeux Olympiques cette année. Il a exposé au Musée d'Orsay aussi cette année. C'est un artiste qui, même s'il existe depuis extrêmement longtemps, en tout cas pour la musique électronique, est toujours en plein boom. Et c'est ça que je trouve incroyable, cette capacité à se réinventer. C'est sans doute l'un des signes de ce qu'est un artiste. Je vous laisse écouter cette conversation, mais aussi la regarder, puisque maintenant elle est disponible en vidéo sur YouTube, Spotify et Apple. Donc vous pouvez la regarder. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc que vous la regardiez, ou que vous l'écoutiez, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Sébastien. Merci de m'accueillir ici, chez toi. Eh ben ouais, ravi de t'avoir, c'est trop cool. On va parler de musique électronique, évidemment, qui pour moi est un gros sujet, parce que d'abord, j'allais dans des raves quand j'avais 16 ans, donc quand tu avais 16 ans aussi, parce qu'on a le même âge, donc il y a très longtemps. Et en fait, ce qui est intéressant dans la musique électronique, et ça va m'intéresser de parler de ton enfance, parce que toi, ton enfance, si j'ai bien compris, tes parents écoutaient beaucoup de jazz, etc. Et en fait, on se rend compte, les gens ne le savent pas nécessairement, que c'est les mêmes racines d'une certaine manière, dans le sens où la musique électronique, elle est venue de Détroit, des Noirs américains, et que le jazz, pas de Détroit nécessairement, mais des Noirs américains aussi. Comment la musique que tes parents écoutaient a influencé tes choix pour aller vers la musique électronique? Et je crois que ça m'a pas du tout influencé. Et ben voilà, super bonne question. non, je te taquine. Non, ce qui m'a influencé, c'est leur ouverture d'esprit. En gros, il y avait un moment un peu rituel, un cérémonial, où tous les dimanches, mon père se mettait aux platines et faisait une sélection pendant 4-5 heures. Donc on pouvait passer par, je sais pas, Talking Heads, par Vangelis, ou par des trucs complètement africains, ou de la chanson classique française, ou même de la musique très classique, puisque ma mère était soliste au chœur de l'Opéra Lyon, donc elle était chanteuse, elle était soprano, et du coup forcément j'étais embarqué dans plein de styles de musique très différents. Et moi, comme tu l'as dit, quand j'étais gamin, et donc je sais pas où toi t'allais en rave party, c'était dans quelle région? Banlieue nord de Paris. Ouais. Moi, c'est là d'où je suis. Moi, c'était plutôt au sud de Lyon, et donc parfois on allait à Avignon, Montpellier. Et donc à cette époque-là, je commençais à acheter mes premiers vinyles en fait. Et donc je commençais à prendre le pouvoir sur le dimanche cérémonial et familial, où en gros je disais tiens, je vais mettre un morceau justement de Détroit ou de Chicago. Et là, en général, il y avait Clash. Parce que malgré leur ouverture d'esprit, malgré le fait qu'ils soient très curieux, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? En gros, ouais, pour caricaturer. Et c'était quand même une époque où on l'a oublié, et tant mieux qu'on l'ait oublié, mais je fais un petit peu de nostalgie. C'était une époque où c'était interdit de danser sur la musique électronique. On n'avait pas le droit de se retrouver à plus de quelques énergumènes à danser en groupe sur de la techno.
il y a même une loi en Angleterre qui était la Criminal Justice Bill qui interdisait, qui avait légiféré, il disait pas plus de 3 personnes ou de 2 à pouvoir danser sur de la musique techno où que vous soyez. Donc même chez vous, faites une teuf, ils pouvaient débarquer. Ça paraît complètement ridicule aujourd'hui. Ouais. Mais comme tous les nouveaux courants musicaux, comme toutes les nouvelles tendances, justement, on passait d'une tendance à un vrai mode de vie quasiment, parce que en fait la musique était interdite. C'était le cas du jazz, c'était le cas du rock. C'est des musiques qui ont chaque fois été décriées, qui ont tout le temps été un peu pestiférées. Et moi, quand je rencontrais quelqu'un, on me disait, j'avais honte de dire que j'étais fan de musique électronique, et presque j'avais honte parfois de dire que j'étais DJ. Ah ouais. Bah, à l'époque, c'était vraiment mal vécu. C'est-à-dire que quand on me présentait, je disais, je fais des études en cinéma, ce qui était le cas aussi par ailleurs. Mais du coup, ça me sauvait. Et d'ailleurs, ça a eu un impact dans ta musique, mais on en parlera. Et ça me sauvait un peu, parce que quand j'allais rencontrer mes petites amies et donc leur famille, non, s'il te plaît, tu dis pas à mes parents que t'es DJ, hein, parce alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si jamais on voit que n'importe quel influenceur essaye d'être DJ, etc. Donc en 30 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Tu peux nous expliquer pourquoi il était interdit de danser sur de la musique électronique ? En fait, à la base, la musique électronique, c'est aussi un mouvement contestataire. Comme la musique punk, comme le rock, comme le jazz, c'était contestataire. Et ça, je pense que les gens, ils ont complètement... Enfin, il y a ça. Enfin, je pense nous, on est un peu plus vieux. Désolé. je craque le truc, mais c'est vrai. Et les gens l'ont oublié, ça, qu'en fait, la musique électronique, c'était contestataire à l'origine. Je crois que je sais pas si c'est le mot contestataire, mais ce qui est certain, c'est que c'était un point de vue sur une époque qui était laissez-nous faire la fête. Et c'était une musique, en fait, avec le recul, je comprends pourquoi ils ont voulu interdire cette musique à l'époque. Je pense qu'il y avait 2 raisons. Un, c'était une musique sans parole, sans message. Ouais. Et du coup, c'était une musique qui avait une force en elle, universelle, du fait qu'il n'y ait pas de barrière de langue. C'est une musique qui était complètement fédératrice. Donc je pense que c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, pour être honnête, maintenant que j'ai un petit garçon de 5 ans, je comprends pourquoi c'était flippant pour les autorités. Parce qu'en fait, on squattait beaucoup d'endroits. On était dans des hangars complètement désaffectés. On était dans des champs. Il n'y avait aucune norme de sécurité. Il n'y avait rien. Si jamais, des fois, je me souviens, on a fait des teufs où on était dans des sous-sols au -3. S'il y avait un feu qui se déclarait au premier, on était tous morts. Très honnêtement, c'était flippant. Et du coup, nous, on trouvait ça génial parce qu'on prenait possession des lieux. On était dans une utopie totale. Et je malgré le fait que je sois un jeune papa, je dis à tous les ados qui peuvent nous écouter, ou même si vous avez 20 ans, 25 ans, prenez le pouvoir. Faites vos expériences. Ouais. Et essayez de pas mal vriller, mais faites toutes vos expériences parce que c'est tellement fondateur. C'est une période de ma vie qui a été fondatrice pour plein de choses, autant ma curiosité, le côté multidisciplinaire. Et il y a un écrivain qui avait très bien résumé ça, il s'appelle Hakim Bey, qui avait dit que les rêves étaient le dernier espace de liberté connu. Et jusqu'à ce jour, je crois que c'est vrai. Parce qu'en fait, on était dans des lieux où il n'y avait pas de pouvoir politique. En fait, quand je mixais, les gens regardaient même pas le DJ, ils s'en moquaient totalement. Le DJ était finalement au même niveau que le danseur, et c'était totalement... Et c'était magnifique pour moi. Tout le monde s'en foutait, le mec qui faisait la déco avait autant d'importance que moi, le mec du son aussi, le mec des lights, et c'était magique. Il n'y avait pas de starification, il n'y avait pas ce côté regardez comme je suis fort, je filme, je fais danser les gens, oh là là, il y a un drop, il lève les bras, ça a un peu changé ça pour le coup. Je suis un demi-dieu, les amis. Il n'y avait pas du tout ça, et c'était magique. Et c'était surtout le message de la musique électronique qui était un message de fraternité. C'était un message réellement où en fait c'était un message sans image. Les premières stars, entre guillemets, de la musique électronique, même la musique électronique commerciale, comme Daft Punk, ils se mettaient jamais en avant. Ils avaient des casques. Too Many DJs s'étaient mis des sacs plastiques, des sacs en papier. Et moi, mes idoles personnelles, qui étaient l'époque
Détroit. C'était Mad Mike, Underground Resistance. Ouais. Les mecs, ils étaient en cagoule. Donc en fait, il n'y avait pas du tout cette starification et ce côté on est beau, on danse, on est fort, on jump, on envoie des cakes, etc. C'était pas du tout cette époque-là. Ah, wow. Putain, tu m'as renvoyé vers Too Many DJs, je les avais complètement oubliés. Et j'ai tellement kiffé les écouter, mais... Ils sont, je pense qu'ils font toujours des shows. J'adorais parce qu'en fait, eux, ils avaient une façon très mash-up de mixer énormément d'influences. Ouais. Très rapidement, alors que moi je fais des mix en général très longs. Je peux passer 4 minutes à m'enchaîner un morceau. Eux, en 4 minutes, ils en avaient mis 8. Ouais. Et ils étaient hyper forts. Et il y avait une énergie, c'était très électrique, très rock en soi. Mais très très bon. C'est intéressant ce que tu dis sur la liberté, mais en même temps, tu as dit un truc. J'avais une question en tête, j'en ai plusieurs, mais je vais y aller une par une. Sur la violence de la société et la violence de la musique électronique. Et en même temps, donc j'avais cette question en tête sur la violence, et toi tu as dit, je sais plus quel est le terme que tu as utilisé, tu n'as pas dit la paix ou quoi, ou la tranquillité, mais c'est un mot qui ressemblait à ça en tout cas. Fédérateur. Peut-être, non, pas fédérateur, parce que la violence ça peut être fédérateur, mais un mot qui s'opposait à la violence d'une certaine manière. Mais tu vois ce truc, est-ce que c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que la violence peut être fédératrice et c'est flippant, oui. Mais je pense que c'est sur le côté universel de cette musique. Toutes les musiques en général se dansent à deux, que ce soit la valse, le rock, le tango, la salsa. Ce sont des musiques de couple. C'est vrai. La musique électronique, elle se danse d'abord seule. Et elle se danse seule parce en gros, on s'aligne avec soi-même, avec les fréquences qui entourent, on vibre avec ces fréquences, elles nous emportent. Mais c'est qu'une toute petite partie de cette danse, parce que cette danse, elle est aussi paradoxale que ça puisse être, on la danse seule, mais en même temps, on la danse en communion avec les 50, 100, 1000, 10 000, 50 000 personnes qui sont avec nous. C'est-à-dire que c'est pas une danse technique, c'est pas une danse où, en gros, on répond l'un à l'autre, mais le fait de fédérer tout le public sur un son, une fréquence, où on est alignés tous ensemble, et soi-même, c'est tellement powerful, et on rentre dans des états de transe, en fait. Et je pense que la transe qu'on peut avoir de façon identitaire, personnelle, soi-même, elle n'existe que parce qu'il y a ce mouvement de foule où on est embarqué par... Finalement, je dis souvent, on a tous une fréquence. Toi, Guillaume, tu as une fréquence, j'ai une fréquence. On a tous une fréquence. Et en fait, quand on les aligne toutes, on a cette force commune qui fait que, en gros, voilà, on est transporté par ça. Et alors, sans tomber dans des trucs un peu ésotériques ou cosmiques, mais je pense qu'on a tous eu l'occasion de rencontrer des gens qui nous mettent soit à l'aise, soit pas à l'aise. On est à un dîner, on est dans un espace clos, et là tu sens que la personne elle a une mauvaise, souvent on dirait une mauvaise vibration. On n'est pas aligné avec cette fréquence, on se sent rejeté. Ou de la même façon, là ça clique tout de suite. Je suis persuadé qu'on a ça en nous, et c'est pour ça que la musique électronique est tellement puissante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après ces 40 ans de gestation, on voit qu'elle est... voilà, c'est une musique de fête, c'est une musique d'oubli, et c'est une musique d'équilibre aussi. C'est-à-dire quand on ressort, on est souvent, j'entends les gens me dire waouh, on s'est oublié, on était ailleurs, on est vidé, mais en même temps on a été éclairé et transporté. C'est ça, on a voyagé. Non, je voulais pas te couper la parole, j'intervenais. Ça me va très bien. Peut-être que ce qui a fait peur, c'est justement le côté fédérateur. Tu vois, ce côté, en fait, on ne peut pas les retenir. Enfin, tu vois, il y avait sans doute un truc très basique. Voilà. Une question que j'allais te poser, que j'avais en tête aussi quand tu parlais je te coupe juste une seconde. Bien sûr. Sur ce côté-là, il y a un exemple qui m'a frappé le jour où c'est arrivé tristement et fatalement, c'est quand ils ont déplacé la Love Parade. Quand la Love Parade est partie de Berlin, ils l'ont déplacée. Il y a eu un mouvement de foule et il y a eu quand même de nombreux morts. En fait, c'est-à-dire que aussi fabuleux et aussi incroyable, extatique, soit ces événements, il y a quand même toujours cette donnée, c'est un mouvement de foule, et ça peut être surflippant et les gens peuvent partir dans tous les sens. Donc c'est le seul moment où je me suis dit, voilà, en effet, il y a quelques petits traits quand même à respecter. Tu parlais tout à l'heure d'utopie. Qu'est-ce que tu penses de Burning Man ? Parce que Burning Man, c'est très décrié par les gens qui y sont jamais allés, je pense.
Moi, j'y suis allé une fois. Et c'est vrai qu'il se passait un truc. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose. Est-ce que tu penses que cette société qui est utopique aussi, elle est inspirante? Enfin, c'est quoi ton rapport à Burning Man? Alors, je suis le mauvais exemple parce que j'ai été invité tellement de fois et j'y suis jamais allé. La seule fois. C'est les meilleures questions. non, et par contre, je peux avoir un avis distancié, mais je l'ai jamais vécu. Donc, mon avis est un avis, comme tu le dis, de quelqu'un qui n'y est pas allé. Ouais. Je pense que comme de nombreux festivals qui ont comme ça cette force se perd au fur et à mesure des éditions. Mm-hmm. Alors, bien sûr. Je n'y suis pas allé, donc c'est compliqué pour moi de dire oui, pour qui il se prend celui-là, il n'y est pas allé, il donne un avis. Disons que de l'extérieur, j'ai beaucoup plus de retenue aujourd'hui. Je regrette de ne pas y être allé les premières éditions où ils m'ont invité et j'avais sans doute des mauvaises raisons pour ne pas y aller. Mais je me sens peu en adéquation avec le nouveau rituel. C'est-à-dire, c'est compliqué pour moi surtout quand on me demande d'y aller, on me dit voilà, t'inquiète, on va te trouver un avion qui va t'amener là-bas, tu vas pas galérer, tu vas être dans des conditions incroyables. Et en fait, c'est l'anti-expérience dont j'ai envie. Et je pense que faire des événements qui sont proches de ces rave parties où il y a toute cette fusion et cette création, où les gens se réunissent, c'est quelque chose qui est fondamentalement fabuleux. Donc je pense que ça existe toujours. Il y a sûrement toujours ce côté foisonnant et d'idées, de quelque part de révolte. Et ça doit toujours exister là-bas. Et ça, c'est magique. Mais l'utilisation qui en est faite sur les réseaux sociaux, l'utilisation qui en est faite dans X narrative, qui m'intéresse finalement peu. Et je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller à Burning Man pour l'expérimenter, pour le vivre et pour le développer soi-même. Maintenant, il y a des Burning Man locaux. Il y en a en Espagne. Oui, il y a Africa Burn. Il y a Africa Burn. Il y a, comment s'appelle ce festival en Pologne, c'est pas du tout Burning Man, mais tu vois, en Pologne l'été, mois d'août, Garbage. Il y a plein de festivals qui sont incroyables maintenant, que tu peux trouver en Europe. T'as pas besoin d'aller jusqu'à San Francisco. C'est pas très écolo par ailleurs, mais... Non, et je me dis en fait, si on est entouré de potes cool, on peut très bien nous créer ce genre d'événement, se dire une fois par an on fait un événement et on s'invente, on réfléchit à quelle serait la société qu'on aimerait avoir, parce qu'en fait idéalement c'est quand même ça, c'est quelle société on veut bâtir. Réfléchissons ensemble à quelle société on veut avoir. Évidemment il y a la partie fête, mais sur Burning Man il y a toute l'autre partie artistique, qui est capitale et qui est vraiment, je pense, 80% de l'événement. Donc et c'est ça qui moi m'intéresse en fait, c'est ce côté réflexion. D'ailleurs c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, c'est que j'avais tenté mais ça n'a pas marché, donc j'ai arrêté, mais peut-être que je devrais le relancer. J'avais lancé une série de vinyles qui étaient des discussions. J'avais appelé ça les Sapiens Talks, parce que j'ai un label qui s'appelle Sapiens, et j'ai toujours cette réflexion, et qui est encore plus affirmée aujourd'hui, sur les gens n'écoutent plus la musique ou n'écoutent pas l'information de la même façon qu'ils l'écoutaient il y a quand même 30 ans. Quand on écoute un disque, il y a un rite. C'est-à-dire qu'on écoute un disque, un vinyle, on l'écoute, c'est-à-dire qu'on le met sur la platine, et là on va pas répondre à 3 coups de fil, on va pas être en train de faire 5 emails, etc. On va écouter le vinyle. Alors ça vient peut-être de mon enfance et de mon père, ces rituels de Dominico. Non, mais moi aussi j'ai une platine et effectivement j'écoute pas la même musique et j'écoute pas de la même manière. Et ce disque c'est ton Graal, tu l'as acheté, collectionné, exactement. Tu l'as commandé, peu importe. Mais... Et donc je m'étais dit, de la même façon, écoutons ce que les gens ont à raconter. Et donc j'avais fait un premier vinyle avec Emmanuelle Duez, qui était une activiste que j'aime beaucoup, qui a créé des boîtes comme Women Up, Boson Project. Ouais, je la connais, elle est venue sur le podcast aussi. Bah voilà, je l'adore. Et donc elle était venue au studio et je dis bah viens, on passe une nuit ensemble et j'enregistre, et de là je vais faire un vinyle où je vais, pour le coup, de façon arbitraire, couper certaines parties et garder ces parties-là pour que les gens les écoutent. Avec de la musique derrière ou pas du tout? Non, pas de... Alors c'était vraiment... Okay. Et c'était très pur, et ça me rappelait un peu les disques politiques, parce qu'il y a eu des disques politiques. À une époque, il y avait des disques où, alors je sais pas si c'est Georges Marchais ou d'autres, mais il y avait des disques politiques où c'était des discours politiques qui étaient gravés sur vinyle. Parce que la radio a toujours été enfin l'audio, je sais pas si tu as ça en tête d'ailleurs, mais c'est hyper intéressant de juste se souvenir
que la manière la plus ancienne dont les humains se racontent des histoires, c'est par la voix. Et donc, en fait, la voix, c'est extrêmement puissant sur les émotions. Et donc, il y a un vrai lien neuroscientifique entre la parole et Hitler, entre autres, a utilisé la radio beaucoup, alors pour des raisons aussi à l'époque de pouvoir répandre sa parole de manière large, mais aussi pendant le... alors j'ai que des exemples horribles, pardon, mais merci de me joindre à ces exemples. Non, je te joins pas avec ces exemples. Je te dis juste que l'air de rien, tu vois, Rwanda, ils ont beaucoup utilisé l'audio. Hitler a beaucoup utilisé l'audio. Trump a utilisé les podcasts énormément. Ça a eu un rôle majeur. Et en fait, c'est vrai que l'audio, ça a des impacts extrêmement importants dans ce qui se passe dans ta tête. Et quand tu écoutes un podcast, il se passe aussi beaucoup de choses. Et ça peut être utilisé de manière négative, tu vois, dans les 3 exemples que j'ai donnés là, et ça peut être utilisé de manière extrêmement positive de l'autre côté, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et je crois que c'est en train de se développer, on peut appeler ça comme étant un art, l'art oratoire. C'est captivant d'arriver à exprimer ses idées, ses envies. Le deuxième que j'avais fait, que je trouvais incroyable, c'était Jacques Auberger. Jacques, qui est un artiste. Je ne connais pas. Jacques, il a cette coupe de cheveux, il est souvent reconnaissable pour ça, c'est qu'il se tond au centre du crâne. Non pas qu'il soit chauve, mais comme ça, il est. Et donc maintenant, il met les casquettes parce que ça l'emmerde d'être connu pour ça. Et il avait écrit énormément de poèmes que je trouvais très très beaux. Et donc, j'ai commencé à enregistrer ses poèmes. Et puis après, pareil, il est venu en studio pour me parler. Lui, son grand truc, c'était d'ouvrir des squats. Wow. Et je trouvais ça assez intéressant, non pas que j'aimerais que ma baraque ça soit squattée, mais du process, de pourquoi. Donc voilà, j'avais fait un disque avec lui. Et je trouve en effet que le langage, c'est quelque chose qui, de la même façon que la musique électronique n'a pas de langue, mais est un langage en soi pour fédérer, ce langage est forcément... créateur de beaucoup de relations captivantes et donc voilà, c'est terrible pour que Hitler ait réussi à embarquer tant de gens, évidemment grâce à cet art-là, mais en effet je suis sûr que c'est quelque chose qu'on doit plus développer et qui doit être, on le voit aujourd'hui. Moi, ce que je trouve catastrophique, on peut en parler une seconde, c'est puisque l'audio a tant d'importance, pourquoi est-ce que l'image a pris cette part si prépondérante? C'est-à-dire que l'image aujourd'hui, l'image aujourd'hui est ce que les gens regardent d'abord, et même un morceau de musique qui regarde d'abord son image, et on devrait tous fermer les yeux en fait, beaucoup plus, on entendrait bien mieux et on verrait bien mieux si on fermait les yeux. Ça me paraît complètement taré ce que je viens de dire, mais on verrait tellement mieux en fermant les yeux. Du coup, je suis en ce moment un peu catastrophé par ça, et je pense que tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle est surflippant, moi qui les utilise énormément pour mon art à côté de la musique, bien sûr. Mais ça m'inquiète, je vais pas mentir, ça m'inquiète de voir que les intelligences artificielles, je parle une minute de ça, déjà le mot intelligence artificielle est naze. Oui. De même que intelligence algorithmique est terrible, intelligence augmentée aussi. C'est pas de l'intelligence en fait. C'est-à-dire que déjà si j'étais augmenté, je le saurais. Moi, je milite pour des intelligences alternatives. Fondamentalement, je milite pour que ce soit des gens comme toi, moi, vous qui écoutez, parfois même des cancres. Je pense qu'on a besoin de gens qui pensent hors cadre. On a besoin de gens qui pensent hors rigidité de notre société. Donc finalement, quand on parle de rigidité, la rigidité, c'est ce qu'on voit. Donc je pense qu'on devrait avoir des gens qui soient beaucoup plus aveugles par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et c'est eux qui devraient modéliser ces IA. C'est-à-dire qu'en gros, les IA... le fonctionnement actuel, qui va changer avec les ordinateurs quantiques, mais le fonctionnement actuel, c'est que elles sont entraînées à digérer une information et à nous ressortir une information moyenne, médiane. Donc la médiane, je sais pas qui ici nous écoute et a envie d'être le moyen et le résultat moyen, mais on est entraîné vers ça, de la même que les algorithmes de tous les réseaux sociaux vous entraîne à juste cette médiocrité et à avoir un résultat qui va vous confondre dans vos souhaits que vous pensez avoir, qui sont même pas forcément vos souhaits. Comment est-ce que il pourrait comprendre la diversité de l'homme? C'est du délire.
comme les astrologues, ils vous disent ce que vous voulez entendre à 70% est positif, parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez les appeler. Bon, le lien entre l'astrologie et l'IA est un peu foutraque, mais je pourrais le développer s'il y a besoin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a vraiment besoin de gens qui nourrissent ces intelligences de façon plus créative, plus alternative. Et donc, je crois que ça ne passe pas par l'image. Ça passe justement par la parole, ça passe justement par le langage. Et on voit que politiquement, ils l'ont compris. Ah oui, les Russes, les Américains, ils nourrissent à longueur de journée leur modèle pour réécrire l'histoire à leur façon. Je ne veux pas faire de la géopolitique, parce que c'est pas mon domaine et que je dirais des conneries, mais je suis persuadé qu'on a besoin de nourrir ces algorithmes de façon positive. Ouais, c'est pas ce qui fait vendre, mais je suis complètement d'accord. Tu sais, j'ai fait plusieurs épisodes, c'est un sujet que je connais assez bien, l'IA. Et en fait, les experts que je connais te parlent de stupidité artificielle. En fait, aujourd'hui, le mot intelligence, en fait, il est mal utilisé parce que l'intelligence est tellement plus complexe que de demander à un modèle de regurgiter un texte moyen, effectivement. C'est tellement plus compliqué que ça. Il n'y a pas de réflexion, tu vois. Il essaye juste de deviner ce que tu vas dire. Et c'est vrai que moi, ChatGPT, enfin, j'utilise plein d'IA différentes, ChatGPT entre autres, bien sûr. C'est utile, mais moi qui écris plus que je ne compose de musique, je ne compose pas du tout de musique. Pas encore. Pas encore. Je crois que c'est pas prévu. J'écris et ensuite je demande à une IA de m'aider, mais je ne demande pas à l'IA de m'aider enfin, j'ai besoin de réfléchir en premier lieu, quoi. Sinon. Ça m'inspire deux choses que tu dis. Alors, la première, c'est les IA peuvent être utilisées comme suggestion à la créativité. Oui, bien sûr. Et ça peut donner des idées, ça peut peut-être donner des directions. Et la deuxième chose, c'est personne ne connaît l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle est située où, cette intelligence? C'est ça. Et ton cerveau, il est là, certes, mais est-ce que elle est située où dans ce cerveau? Et ton âme est située où? Ton corps. Donc, on est certes, à la rigueur, le corps, c'est notre contexte. Et donc, on peut imaginer que notre cerveau est quelque part en lien intrinsèque avec tout ce qui t'habite dans ton corps. Mais même ça, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Je pense j'ai fait beaucoup d'expériences de conscience modifiée. C'est quand même assez incroyable de voir comment on réagit dans ces cas-là. Quand on fait des trans chamaniques sans ayahuasca ou non, je dis bien ou avec sans doute, mais quand on prend l'ayahuasca ou quand on prend des procédés comme ça qui accélèrent, c'est pas réellement nous non plus. C'est-à-dire qu'on a une accélération, mais est-ce que c'est réellement nous? Alors que quand on est dans des domaines où on part en transe, là c'est réellement notre corps qui réagit, notre cerveau. Et donc là, on est quand même plus dans un truc juste et les résultats sont quand même, entre guillemets, extraordinaires pour le coup. Pas du tout moyen et fondateur de peut-être plus le côté, le lien intrinsèque qu'on a tous ensemble. Et je pense qu'il faut vivre une fois ces expériences pour comprendre qu'en fait, cette intelligence n'est pas localisée à un seul endroit, ni même dans une seule personne, et que tout est très très lié. Il y a Elon Musk qui m'a fait très peur. Bon, il me fait souvent très peur, mais qui a dit une phrase je vais essayer de te la paraphraser, mais qui en gros, pour une intelligence artificielle, ce serait comme de parler avec un arbre. Sous-entendu que l'arbre n'a rien à nous raconter. Que l'arbre est insignifiant et que son langage, c'est comme pour parler avec un enfant, en gros. On n'a rien à apprendre à un enfant et on n'a rien à apprendre d'un arbre, c'est ce qu'il racontait. Moi, je pense tout l'inverse. Je pense que le vivant est le système le plus complexe, le plus foisonnant dont on a tout encore à apprendre aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, ça me fait très peur de voir le pouvoir politique. C'est quasiment devenu le maître du monde. Je pense qu'il se moque d'être président et c'est lui qui guide beaucoup de choses. Et donc voilà, j'ai un peu bifurqué, mais on a bifurqué, mais je vais te ramener. mais voilà, je pense que après c'est sans doute aussi des convictions, tu vois, d'un artiste qui fait la musique assistée par des algorithmes depuis 30 ans, qui est embarqué dans l'évolution depuis 30 ans de la technologie. Et moi, j'aime et j'embrasse la technologie. Toutes les expositions art que je fais sont
sont empreints de technologie. Je vais dire 2 choses, et après je vais te poser une question. La première, c'est, j'ai eu la chance, je te le disais tout à l'heure en avant, que hier je passais 1h30 avec le directeur général de Netflix en France, et il me disait, en fait, c'est fou parce que avant, les artistes, ils donnaient leur avis. Tu vois, tu as plein d'interviews de Jacques Brel qui parle pas de musique, qui parle de plein de choses comme là, ce que tu es en train de faire là. Et c'était totalement OK. Et on attendait ça d'eux. C'est-à-dire des artistes, on attendait pas juste un avis sur la musique, pas qu'ils soient des experts de la géopolitique, mais on voit tous et on partage ces vidéos sur Instagram, TikTok, si on est plus jeune. Donc ils avaient une parole qui était sensée, intelligente. Et donc on a besoin aussi de cette parole, je crois, des artistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est, tu parlais tout à l'heure des aveugles et qu'on voit mieux. Je vais donner un exemple d'une personne que j'ai reçue sur le podcast, qui est en ce moment en pleine mer, qui fait le Vendée Globe, qui s'appelle Éric Bellion. Et il disait, enfin, ça va sans doute te marquer comme histoire, il a mis un aveugle à sa barre. Et ça peut sembler complètement dingue de se dire, je vais mettre un aveugle pour diriger le bateau. C'est fou. Mais en fait, il me disait, c'est devenu le meilleur barreur qui existe, parce qu'en fait, le mec faisait en fonction... Parce qu'en fait, quand tu ne vois plus, tu te fies à ce que tu ressens. Et donc, il pouvait ressentir beaucoup plus les vagues que n'importe quel mec qui voyait. Tellement beau. Et donc, voilà, ça, c'est le deuxième truc. Quelle beauté. Ah non, mais c'est magique. J'ai envie de rencontrer ce barreur. Je pense qu'on a tellement à apprendre, en fait. Le problème de notre vue, c'est qu'il nous fait oublier tous nos autres sens. Et le premier sens, en effet, est celui du ressenti global de ton corps et de ce qu'il perçoit. Et quand on voit... c'est terrible parce que tout est, on va dire, formaté par rapport à un cadre qui est celui de est-ce que j'agis bien par rapport à ce que les autres perçoivent de moi, de ce que les autres voient de moi. Dans la vie de tous les jours, c'est ce qui se passe. Dans la vie de tous les jours, votre boss vous regarde, votre femme vous regarde, vos amis vous regardent, vous êtes jugé en permanence par rapport à vos choix, votre façon de vous habiller, comment vous allez parler, constamment vous êtes épié pour toutes vos décisions, sans arrêt. Et c'est pour ça que j'aime la nuit d'ailleurs. Parce que la nuit, on dit souvent que la nuit les gens mentent, qu'ils sont pas eux-mêmes. Moi je pense complètement l'inverse. La nuit les gens sont exactement alignés avec qui ils sont. La nuit ils vivent la fête, ils vivent allez c'est bon, là c'est la nuit, j'ai le droit. On devrait avoir le droit toute la journée. Voilà, alors c'est pas pour ça que je suis devenu DJ, c'est pas, mais voilà, je pense que c'est ce qui moi m'aligne. Et je te remercie beaucoup de la comparaison avec Jacques Brel. Je suis à ça de son talent, et puis je pense que chaque artiste vit un peu la chose à sa façon, mais de la même façon que les artistes aujourd'hui ont peur de parler, parce que quoi qu'ils racontent, quoi qu'ils disent, mais ils se font insulter sans arrêt. C'est le pouvoir aujourd'hui de la bêtise. Hein, tu parlais de stupidité artificielle. Moi, il y a des fois les gens qui... Et il suffit que quelqu'un dise une chose bête pour qu'il y ait 10 autres bêtas qui renchérissent là-dessus. Bien sûr. Et c'est infernal, en fait. Donc, il y a ce... Ouais, j'espère réellement que... Mais malheureusement, c'est mal barré, mais j'espère réellement oui, qu'on voit nettement moins loin avec nos yeux et qu'on entende beaucoup plus. J'aimerais beaucoup ça. J'ai 2 questions. Alors, une, parce qu'en fait, on parlait de Burning Man et je voulais parler évidemment des nuits sonores parce que j'ai fait référence à Garbage et à Africa Burn, etc. Mais toi, tu as créé un événement à Lyon qui s'appelle les Nuits Sonores. Et je suis curieux parce qu'en fait, après, on a complètement bifurqué. Donc, j'ai pas eu l'occasion de te poser la question. On est passé sur l'IA d'un coup. Mais je voulais te poser la question sur qu'est-ce que toi, tu as voulu créer avec les Nuits Sonores. Donc, ça, c'était la première. Restons là-dessus parce qu'après, sinon, tu vas partir sur la seconde. Mais restons là-dessus et après, on parlera de trans. Eh ben, c'était parce qu'on n'avait pas le droit de danser. On n'avait pas le droit de faire de fêtes. Quand on faisait des fêtes, les flics arrivaient, ils confisquaient le son, ils m'emmenaient au poste de police. Donc c'était compliqué d'organiser vraiment des fêtes de musique électronique. Donc on a commencé un peu à en parler, à se fédérer. Puis un jour, j'ai eu un appel du bureau de Gérard Collomb à Lyon, qui était le maire de Lyon, et qui nous ont dit on aimerait vous rencontrer. Et donc avec Vincent Carry, qui est toujours lui le directeur du festival, on a organisé sur les pentes de la Croix-Rousse, dans tous les bars des pentes de la Croix-Rousse de Lyon,
des rendez-vous avec tous les petites assos, les artistes. Donc il y avait un groupe plutôt pour la défense de la drum and bass, d'autres pour de la house. Il y avait un collectif lesbien, il y avait énormément. On a toutes les communautés, on a essayé en une nuit d'être représentés. Et on lui a dit, venez avec nous, cher Gérard, on va voir un ou deux verres cette nuit. Il était venu avec son adjoint de la culture. Et ils étaient très cool. Ils sont venus et à chaque fois, ils prenaient des verres. Là, ils sont quand même entraînés à picoler les politiques. Hein, parce que moi, au bout du 5e ou 6e bar, j'étais commencé à être un peu chaud, tu vois. Et eux, ils étaient. Bon, je pense la technique de hop, et on met le verre à côté. Mais ils ont joué le jeu jusqu'au bout, jusqu'à 4h du matin. Ils ont rencontré tout le monde. Et le lendemain, ils nous ont dit, OK, super, banco, on va vous aider. Et donc de là, évidemment, il y a eu quand même quelques étapes, mais pour la faire courte, du coup, ils nous ont aidés. On a dit ce qui serait bien, évidemment, c'est qu'on ait une subvention, mais pas juste pour 1 an, parce qu'on voudrait que le truc dure dans le temps, donc sur 3 ou 4 ans. Et surtout, on aimerait que ça se passe dans des lieux incongrus, toujours. Donc la première année, on l'a fait dans des salles, mais dès la 2e année, on a eu accès au marché-gare, des usines d'ampoules désaffectées. Enfin, on a eu plein de lieux incroyables parce que les politiques nous ont suivis et parce qu'ils nous ont dit OK, on va vous aider. Donc forcément, il fallait mettre ça un peu aux normes, la sécu, etc. Pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Mais l'idée, c'était vraiment qu'on ait quand même un peu un zeste de ce que c'était d'être dans des lieux où ce que vous allez vivre ne pourrait arriver qu'une seule fois dans la vie, ici. Parce que c'est aussi le propre de l'énergie qu'on peut avoir dans ce genre de lieu, comme à Burning Man, c'est si vous n'êtes pas sur cette édition de Burning Man, vous n'aurez jamais l'expérience. Alors que si vous allez dans un club, ok, peut-être l'artiste sera moins bon ce soir-là qu'un autre, mais vous allez quand même voir à peu près les mêmes personnes, ça va être la même ambiance. Alors que là, c'était à chaque fois complètement neuf, et on prenait des architectes qui chaque année, chaque édition changeait complètement le lieu. Et ouais, on l'a écrit comme ça sur un bout dans une cuisine, le programme tel qu'il est encore aujourd'hui. Le festival a resté, bon, même s'il a quand même évolué, mais moi j'ai été pendant 10-12 ans un peu aux manettes de ce qui était prog, etc. Même si j'étais pas au quotidien évidemment, mais c'est une belle expérience. Je suis assez fier d'avoir pu créer ça. Ah, c'est fou. C'est combien de personnes aujourd'hui, tu sais? Bon, il doit être à 120 000 personnes qui viennent, je pense, 150 000. C'est pas du tout que les gens de Lyon, hein. Enfin, on est d'accord que... Enfin, moi, je connais des Parisiens qui viennent, en tout cas. Alors, oui, c'était une de mes idées. C'est-à-dire que la première année, en vrai, c'était compliqué parce que, comme tout festival qui naît, ça attise la frustration, la convoitise, l'envie. Donc, on était quand même très décriés la première année, la deuxième peut-être. Et puis, j'ai décidé d'inviter le Sonar Festival, qui étaient mes amis de Barcelone. Mm-hmm. On les a invités. Et à partir de là, voilà, le truc c'est un petit peu calmé et devenu respectable entre guillemets, et petit à petit les gens sont venus de partout. Ouais. L'autre question que j'avais, parce que tu as parlé de trans il y a très longtemps dans notre conversation, mais qu'est-ce que tu penses de cette image aussi, qui est partiellement vraie, je veux dire, pour avoir fait beaucoup de fêtes, comme tu peux le comprendre. Il y a aussi beaucoup de drogue, c'est pas faux. On va pas nier que ça existe. Moi, je suis pas un adepte particulièrement. J'ai un peu essayé un peu tout, tu vois, mais une fois. Pas 50 fois. Donc, je peux vraiment pas dire que... j'ai surtout fait la fête sans rien, en fait, très largement. Qu'est-ce que tu penses de cette image ? Ça a beaucoup participé à la critique de la musique électronique dans les années 90, je dirais. C'est toujours vrai, je veux dire. C'est vrai, il y a de la drogue. Mais qu'est-ce que tu penses de cette image ? Est-ce que tu penses que ça a entaché un peu la musique électronique ? Est-ce que c'est un besoin justement de se libérer, d'aller chercher au fond de soi-même ? Comment tu l'envisages ? Les drogues sont jamais liées réellement à la musique. C'est-à-dire que c'est des expiatoires, des accélérateurs d'émotions. Donc je crois pas du tout que ce soit lié. On sait pas parce qu'il y avait de la musique électronique qu'il y avait de la drogue. C'est parce que les gens en avaient besoin. Ça n'a rien à voir. Mais comme toutes les musiques, je veux dire, le LSD a été dans les années 80. Enfin, même 70, je crois. Ouais, 70, pardon. Chaque époque a sa drogue. Mais finalement, c'est parce que c'est une question d'époque plus que de musique même. Si c'était pas la musique électronique, ce serait une autre musique et il y aurait eu sans doute les mêmes drogues de synthèse aussi. Je pense juste que ce sont des accélérateurs et c'est des faits de société. Voilà, c'est la question est plus pourquoi est-ce qu'on a tant besoin parfois plutôt que est-ce que c'est
Est-ce que c'est la musique électronique? Non, qui c'est hyper intéressant comme point de vue. Ça, j'en suis complètement convaincu. Et je pense que dans toutes les périodes de crise, c'est exponentiel. Mais si j'ai un conseil, je pense que moi, par exemple, je suis pas du tout venu à la musique par la drogue, donc tu le comprends, je suis venu par la musique. Ouais, bien sûr, moi, j'étais un de ces mecs-là qui regardait le DJ et qui justement avait envie d'être sain et net pour arriver à lire sur la rondelle qui tournait quel était le disque. Oui. et me dire, ça c'était tel morceau, et donc moi j'étais vraiment le nerd qui regardait les DJ et qui voulait vraiment comprendre quel morceau il jouait. Plus technique, ouais. Parce qu'il n'y avait pas de Shazam, il n'y avait pas de site internet où le mec allait te dire voilà ma playlist. Donc t'achetais un magazine une fois tous les 2 mois et puis t'avais les playlists des DJ et t'essayais de retrouver ces disques en dehors d'aller chez les disquaires. Donc moi j'étais réellement le gentil encyclopédiste qui essayait de trouver le bon disque et que Jeff Mills ou Richie Houghton étaient en train de jouer à ce moment-là. Donc moi je suis réellement venu par la musique. Mais je pense que les gens qui sortent dans les teufs, ceux qui viennent réellement pour la musique, ça doit être 15-20% de façon globale, mais quelle que soit la musique, quel que soit les gens sortent non pas parce qu'ils veulent aller écouter tel artiste ou... Je parle de club, je parle pas d'un concert. Les gens qui sortent, ils sortent parce qu'ils veulent rencontrer quelqu'un. Ils veulent se changer les idées, ils veulent tomber amoureux, ils veulent parfois se défoncer, ils veulent se changer les idées. Mais ça n'est pas la musique, pardon, le driver. C'est le fait, ils en ont besoin, il faut. C'est quelque chose qui. Et tant mieux, parce que c'est ce qui fait les bonnes fêtes. Une bonne fête, c'est s'il y avait que des mecs comme moi chiants qui regardaient les disques. Voyons, tu parles d'une soirée, tu vois. On serait 2 au moins. ce serait d'un ennui. Alors que non, une fête, justement, c'est ce côté cosmopolite où, voilà, quelqu'un qui vient de quitter sa femme, quelqu'un qui est largué, quelqu'un qui est avec ses potes, quelqu'un qui vient célébrer, fan de musique, le mec qui vient juste parce qu'il a ses potes qui sont dans la soirée. C'est ça, en fait, qui fait que l'événement est incroyable et qu'on s'amuse. Mais pour parler un autre DJ, pardon, pour lequel il y a eu un documentaire, je crois que DJ Mehdi, il se draguait pas non plus des tonnes. Il était vraiment à fond dans la musique. Enfin, c'est quelqu'un qui adorait la musique. Enfin, de ce que j'ai entendu, je sais pas, je connais pas, moi je l'ai pas connu personnellement, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est quelqu'un qui, parce que moi je me suis dit à le voir comme ça, il a l'air d'avoir pris quand même pas mal de drogue. Et en fait, on m'a dit, non, pas du tout. En fait, c'était un mec qui était assez clean, quoi. Eh ben, j'ai très peu connu DJ Mehdi parce que j'étais pas de Paris. Mais à chaque fois que je l'ai vu, je trouvais que c'était un mec incroyable. J'ai pas vu le documentaire non plus, donc il faudrait que je le regarde. Il paraît qu'il est ouf. Ouais, incroyable. Mais c'est un peu un mythe, c'est-à-dire c'est très romantique toujours. Tu sais, l'artiste écorché qui a buzz. Mais 80% des artistes, je dis pas, j'ai pas de pourcentage en fait, c'est la connerie. Mais je pense qu'il y a toute typologie d'artistes. Il y a des artistes en effet. Ils ne sont pas artistes parce qu'ils sont écorchés, ils sont écorchés tout court. Oui. Et ils ont besoin de le sortir comme ça. Mais comme il y a des gens écorchés dans la vie tout le temps. Comme des auteurs. Et de la même façon, il y a peut-être des artistes qui, eux, sont très rigides, très mental et qui vont répéter un truc indéfiniment jusqu'à faire un truc incroyable. Il n'y a pas de règle, en fait, à la création. C'est souvent un truc que j'entends qui, moi, me rend dingue. C'est... tous les influenceurs aujourd'hui, je tombe dessus sans arrêt, ils me disent ouais, il faut focus pour réussir. Ok, super. Tu parles d'une phrase. Mais même les managers maintenant répètent ça sans cesse aux artistes et c'est d'une tristesse. Mais non, mais pourquoi? Et déjà, la réussite, qu'est-ce que c'est pour un artiste? Est-ce que c'est le succès? Parce qu'en fait, évidemment, quand on raconte ça, c'est parce qu'on veut te mettre une étiquette, le succès. T'as fait X millions de streams, ou t'as gagné X millions d'argent, ou whatever. Mais c'est pas ça le succès de l'artiste. Le succès de l'artiste, c'est qu'il arrive à faire un truc qui l'émeuve, en fait. Déjà, la première chose, c'est que quand on crée, on est transporté. Et ça reste un plaisir de créer. Je dis ça à tous les influenceurs et tous les pseudo-artistes qui passent leur temps à faire croire qu'ils font de la musique quand ils n'en font pas. Ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me rend dingue de cette époque. Il y a énormément de jeunes artistes, moi, qui m'envoient des démos. J'aimerais que ce soit eux qui soient sur scène. Et pas genre quelqu'un qui est good looking, qui saute bien, qui a une bonne attitude, qui sait jouer avec les réseaux sociaux, mais qui ne crée rien, qui achète des morceaux, qui les fait faire par des IA.
c'est d'une tristesse en fait. On est dans l'appauvrissement de cette culture et après j'entends la répartie qu'on me dit souvent, c'est ouais mais c'est des entertainers. Ah bon? Et donc il y a Abdel Malik qui sur ce podcast m'a dit il faut différencier les artistes et les businesswomen. C'est-à-dire qu'en fait d'un côté il y a les gens qui font de l'art, les artistes qui sont des activistes d'une certaine manière. Je crois qu'il était artiviste, je crois de mémoire, il utilisait cette expression. Et puis il y a les gens qui font de l'argent en fait, ils sont là pour faire de la thune. Et bon, ils font pas spécialement de l'art, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faire de l'argent. Et c'est deux choses différentes. Ouais, mais sauf que ça je suis d'accord, mais sauf que c'est un constat, mais malheureusement ce constat il est en train d'être dépassé. Ah bah complètement. C'est-à-dire que le businessman est devenu artiste pour la majorité des gens. Les gens ne peuvent pas faire cette... Abdel Malik peut la faire, je peux la faire, tu peux la faire, mais beaucoup de gens ne peuvent pas faire le différencier en fait. Et c'est là qu'est mon souci, c'est que est-ce qu'on doit laisser faire? Est-ce qu'on doit accepter? Est-ce qu'on doit juste se taire et continuer à favoriser ça? Et je vois que pour les festivals, ça devient cornélien. Je les connais, les programmateurs des festivals. Ils me racontent que c'est très compliqué de booker certains artistes qui sont réellement artistes, mais parce qu'ils n'ont pas de présence, ils sont pas visibles. Et inversement, celui donc Abdel Malik étiqueté comme étant le businessman, lui, avec beaucoup d'argent, fait beaucoup de marketing et a réussi à être... Des morceaux commerciaux. Et du coup, en fait, ces festivals ont besoin maintenant de ces businessmen pour remplir. Ouais, bien sûr. De la même façon, ils ont un enjeu de rentabilité aussi. Bien sûr. Donc, quand j'ai commencé, c'est vrai qu'un DJ était booké parce qu'il faisait un bon set. Aujourd'hui, le DJ n'est pas booké parce qu'il fait un bon set. Il y a énormément de programmateurs qui bookent des artistes sans même savoir s'ils sont DJ. Et de la même façon, un DJ n'est pas forcément producteur, on peut me dire aussi. Certes, il y a plein de producteurs qui sont pas forcément... Mais quand même, on a envie un peu d'authenticité. Et ça devient très compliqué aujourd'hui d'être dans un système authentique. Ouais, complètement. Et là, je vais sortir de la musique électronique, mais pareil, dans ma discussion d'IA, pardon, Et je finis juste parce que c'est ça que je voulais te dire aussi, c'est l'entertainer, c'est un géo. Ouais. C'est ça aussi, quand on dit, ouais, mais c'est un entertainer. Oui, c'est un géo. Très bien. Mais du coup, en fait, c'est un festival. Alors, faisons des festivals Club Med, tu vois, et ils y sont et tout le monde lève les bras et super. Mais c'est ce qui se passe un peu. Ouais. Voilà, avec le tout petit pouvoir que j'ai, j'espère aider un peu les jeunes artistes. Je vais signer beaucoup de jeunes artistes l'année prochaine, justement pour essayer de donner des petits coups d'éclairage. Et c'est vrai que tu as beaucoup de DJ qui sont très good looking, je pense en particulier aux femmes, c'est sans doute parce que je suis hétéro, mais il y a beaucoup de mannequins qui deviennent DJ, et tu vois ça beaucoup. Mais ce que j'allais dire juste avant, c'est en fait il y a eu un mouvement que les gens ne connaissent pas nécessairement, qui n'est pas lié à la musique électronique pour le coup, c'est que les musiques se sont calées sur Spotify pour maximiser leurs revenus. C'est-à-dire qu'en fait il y a un temps de stream optimisé, je crois que c'est 2 minutes 15, je sais pas exactement quel est le temps précis. Et du coup les morceaux, en fait, ils ont été optimisés, donc ils font 2 minutes, je sais pas si c'est 2 minutes 15, je dis ça se trouve c'est 3 minutes, mais en gros, ils se donnent plus la liberté de faire le morceau qu'ils voudraient, ils font le morceau en fonction du temps qui est optimisé pour Spotify. Et ça, c'est quand même très triste. Non, mais là, de toute façon, le truc qui est arrivé à un paroxysme c'est toi qui l'as dit, de la stupidité artificielle, et qui est très vrai. C'est-à-dire que l'algo va vérifier combien de fois le morceau a été mis sur des Reels, mais si tu es un grand influenceur, il va être vu X milliers de fois, donc tu vas faire du stream. En fait, tout ça est complètement un mensonge. En fait, c'est un mensonge permanent. Et c'est compliqué pour un jeune artiste, je trouve. Ce qui ne veut pas dire de la même façon qu'il ne peut pas y avoir une mannequin ou un mannequin incroyable qui va faire un morceau incroyable et être un extraordinaire artiste. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'on est en train de complètement vicier le système. Et est-ce qu'on a envie en tant qu'artiste Moi, est-ce que j'ai envie, par exemple, de faire 10 stories par jour, 3 posts par jour, plutôt qu'être en studio, plutôt que réfléchir à ma vision. Voilà, on va me dire, tu pourrais prendre une équipe pour le faire, mais est-ce qu'on a envie de participer à cette course-là? Est-ce qu'on a envie de participer à la réduction, finalement, de l'information? Parce que tout le monde se moque et tout le monde va oublier les stories le lendemain. Je veux dire, on est dans une création de contenu qui rend le contenu invisible. Ça n'a aucun intérêt.
J'allais te questionner, pour revenir sur l'histoire de la musique électronique, sur la French Touch. Comment t'expliques... Toi, t'es arrivé un tout petit peu après, si je me trompe pas. Enfin, t'es la génération, entre guillemets, d'après. Pour vivre au Portugal, il y a beaucoup de gens qui ont aucune idée, d'ailleurs, et c'est dans le lien de ce que tu disais, ils ont aucune idée que Daft Punk, David Guetta, ou je sais pas trop qui, sont des Français, tu vois, ou Bob Sinclair. Mais il y a eu ce phénomène énorme de la musique électronique française. Comment t'expliques ça? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc Détroit, tu vois, moi je pense à Carl Cox entre autres, mais il y a plein d'artistes. Et cette French Touch qui a explosé dans les années, je pense que ça doit être 2000, je sais pas exactement, c'était il y a 20 ans à peu près, hein. 98, 98-2000. Oui, il y avait beaucoup d'artistes qui venaient de Paris. Donc je pense que c'était un peu la French Touch de Paris d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'était la Paris Touch. Qui était très... c'était Versailles et Paris, en gros. Oui, Versailles. Et d'ailleurs, il y avait toute la scène un peu dont moi je venais, qui était la scène plutôt Rhône-Alpine, où il y avait Miskitine, The Hacker, Kiko. Elle était là. Okay. Il y avait énormément d'artistes qui venaient, ou Oxia, qui venaient de cette région-là. Et donc nous, ça nous faisait souvent un peu sourire parce que on était français, mais on n'était pas dans la French Touch non plus. et donc c'était assez drôle. Non, je pense que c'est du marketing aussi. Très honnêtement, je pense que c'est un gros coup marketing de l'époque. Ils ont parlé French Touch et du coup, ça a été un label. Mais c'est assez vrai qu'il y avait beaucoup d'artistes, évidemment Daft Punk, Pedro Winter, Mehdi dont tu parlais, Diane de Crécy, il y en avait énormément. Mais de la même façon, pour moi, il y avait la scène de Chicago, la scène de Détroit, la scène de Berlin, la scène de Cologne. Il y avait quand même beaucoup de scènes. Moi, j'étais un amoureux de ce qui se passait à Détroit, Underground Resistance, Carl Craig. C'était plus mon école, à moi, personnellement. Parce que j'avais eu aussi l'occasion d'aller à Détroit et je me rendais compte qu'il y avait un truc qui était hors temps là-bas. C'est une ville où, pas par hasard, dont tu parlais la naissance de beaucoup de styles, mais en effet, Motown, évidemment, est né à Détroit. Madonna, Eminem, The Stooges, la liste est impressionnante. C'est la Detroit Touch. D'une certaine manière. Et puis non, je me sentais assez proche des valeurs des mecs de Détroit, où c'était pas l'image qui était mise en avant. Je dois avouer que j'étais assez proche de ça. La French Touch était une musique finalement assez pop et rock, assez électro. Et voilà, et ça a aussi embarqué tout le monde et c'était génial. Donc super. Et puis ça faisait du bien aussi quand même de voir que les Français réussissaient un truc avant qu'ils aient gagné la Coupe du Monde de 98. N'est-ce pas? 10 ans avant. C'est quoi là? Tu disais que tout à l'heure, tu as fait des études de cinéma, tu as entre autres composé pour un film. C'est quoi l'impact du cinéma, de l'image? Justement, ce que tu disais tout à l'heure, on est trop dans l'image, mais c'est quoi l'impact de l'image, de l'imagerie cinématographique dans ta musique? Alors, quand je dis qu'on est trop dans l'image, c'est quand on est trop dans l'image superflue. Oui. Parce qu'inversement, travailler avec un vrai propos sur l'image et un vrai contenu, il n'y a aucune question. C'est une œuvre en soi et magique. J'avais très envie d'être réel. Donc j'ai fait des études pour être assistant réalisateur et j'avais commencé comme ça. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, parce que plus j'évolue, plus je vois. Je pense qu'on a un bon film pour moi, c'est une petite histoire dans une grande histoire. Et je commence à avoir la petite histoire, ce qui est le plus dur, je trouve. Donc peut-être qu'un jour ça arrivera. Mais faire de la musique, c'était quelque chose que j'avais envie de faire sur l'image. J'en ai fait 7 ou 8 des films et maintenant je crois que j'ai fait ma part de l'exercice. C'est un exercice technique, la musique à l'image et la musique de film. C'est pas ce qui, moi, m'excite le plus. C'est-à-dire que c'est très technique. Okay. C'est vraiment... bon, si demain, tu me dis Villeneuve m'appelle ou un réalisateur extraordinaire, évidemment que la question se pose pas. Mais en France, c'est vrai que c'est souvent des comédies et c'est très technique. Pourquoi c'est technique? Parce que tu dois faire la musique en fonction de la scène ou comment ça marche? Ouais, 80% du temps, la réal demande à ce que on fasse la musique en fonction de l'image. De la rythme. Et moi, c'est vrai que je suis pas très bon pour ça. Je pense qu'à l'inverse, quand un réal vient pour chercher une signature sonore ou des morceaux existants, là, je suis plutôt cool. Mais s'il faut faire de la musique à l'image, c'est quelque chose qui est un peu rébarbatif. Ça m'embête un peu. Donc c'est plus s'il y a des objets musicaux à insérer
que je me sens à l'aise avec. Je comprends. Toi, tu as eu l'occasion de jouer pour les Jeux Olympiques, ce qui est complètement dingue. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de comment ça arrive et ce que tu as ressenti à ce moment-là aussi, quoi? Je crois que j'ai eu la plus belle année artistique. 2024 ? Ouais. Incroyable. Trop cool. Je viens après 30 ans de carrière, tu vois. Non, mais tu sais quoi, franchement, moi je trouve ça charmé de se dire 30 ans, je suis toujours là et je pèse toujours et ça tourne, quoi, en fait. Alors, c'était la plus belle année pour 2 raisons. Donc, la première, c'était cette chance incroyable de jouer dans un cadre pareil pour la clôture de cérémonie avec une vingtaine d'autres artistes de la scène électronique. Et pour ceux qui ont écouté le podcast depuis le début, ils se rendent bien compte du chemin entre les rave parties où on finit au poste de police après avoir fait un truc pour 25 pélos dans un champ où il pleuvait. Enfin, tu vois, le pire tableau à finalement le fait de voir la musique électronique telle qu'elle est, un élan fédérateur. De clôture, une fête. Et je dois dire que Thomas Joly, Victor, Romain, qui ont été aux manettes de cette clôture, étaient incroyables. Et j'ai adoré l'idée de cette fréquence qui tournait aussi, que Victor a eu. Donc non, c'était un moment incroyable. Moi, et j'y suis allé avec mon fils et ma femme. Et mon fils, en fait, je sais pas comment il va réagir dans le futur parce que donc je l'ai amené sur 2 événements. Un, il a 5 ans. Un, c'était les Jeux Olympiques dans le stade, et l'autre c'était au musée d'Orsay. Je pense que quand je vais jouer dans un club de 50 personnes, il va venir me voir jouer, il va dire mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Papa, c'est la loose là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que tu lui réexpliques ce que c'est qu'un artiste. Est-ce que c'est que le succès? Exactement. Et non, et donc l'autre c'était j'ai fait 1 mois et demi d'exposition au musée d'Orsay où j'ai pu présenter ce que je fais en tant qu'artiste et en même temps jouer aussi pendant une soirée. Et là c'est tellement le musée de mes rêves, ce musée. C'est tellement peut-être le plus beau musée au monde. Et oui, on a eu 100 000 visiteurs qui sont venus voir notre exposition. C'était extraordinaire. C'est vraiment une année magique. Incroyable. On va faire une pause sur ces 2 événements parce que vraiment déjà c'est ton actualité, mais c'est pas tant. Moi je fais pas vraiment un podcast d'actualité, t'auras compris. Bon, les artistes aiment bien faire de l'actualité, mais moi c'est pas trop mon truc. Mais là en l'occurrence, moi ça m'intéresse de comprendre. Bon, c'est de l'actualité passée, donc c'est plus vraiment de l'actualité d'ailleurs, mais de comprendre le processus, tu vois, pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment t'envisages l'un et l'autre? Tu commences par celui que tu veux. Et qu'est-ce que tu ressens au moment où ça se passe? Et comment tu l'intègres après, quoi? Pardon, c'est beaucoup de questions en même temps, mais... Ouais. Tu veux que je les restructure? Non, t'inquiète pas. Écoute, le musée d'Orsay, c'était 2 ans de travail à peu près. Ils m'ont appelé il y a maintenant peut-être donc du coup 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, en me disant on aimerait beaucoup avoir ton regard sur le musée. Donc c'est un musée forcément de l'époque impressionniste. Donc on a Renoir, Van Gogh, Monet. Et donc forcément quand ils m'appellent, moi qui suis pas peintre ni sculpteur, je suis un peu embêté. Vous vous êtes pas trompé? C'est vraiment moi que vous voulez vraiment? Oui, donc on a réfléchi avec un... Donc j'ai bossé avec Johan Lescure qui est un de mes proches sur une sculpture et j'ai bossé avec 4 scientifiques sur une œuvre avec un bioréacteur. Donc la première c'était mon travail c'est de questionner le vivant et le digital et de voir où est-ce qu'ils peuvent merger, où est-ce qu'ils peuvent se rencontrer. S'entrecroisent. Ouais. Et donc là on s'était dit il n'y a pas d'écran au musée d'Orsay. Il n'y a pas d'enceinte, il n'y a pas de son. Donc c'était un enjeu pour quelqu'un qui est un artiste sonore. Et du coup on s'est dit peut-être qu'on pourrait travailler avec le souffle. Donc on a créé une sculpture qui fait 2 mètres, une sculpture en bronze, et la lumière tournait autour de cette sculpture, et une fois que la lumière était alignée dans la sculpture au sol, ça dessinait un QR code. C'est-à-dire que la sculpture était un QR code démantelé sur 2 mètres. Et une fois que la lumière était alignée, ça recréait ça dessinait dans son ombre un QR code sur le sol. Donc, vu que la lumière tournait, parfois dans la salle, les visiteurs ne voyaient pas qu'il y avait un QR code au sol. Ils voyaient la sculpture, ils disaient ah c'est cool ou pas, mais ils étaient face à cette sculpture. Quand ils voyaient le QR code, mais on peut peut-être le flasher ce QR code. Donc ils prenaient leur téléphone, ils flashaient avec leur téléphone, et là en fait, c'était marqué soufflez dans votre téléphone.
Ils disaient, mais comment ça? C'est vrai? Ils soufflaient dans leur téléphone, et au moment de souffler dans leur téléphone, une œuvre apparaissait. Leur souffle créait une œuvre. Oh, wow. Et cette œuvre était inspirée par les chefs-d'œuvre du musée. Donc en fait, chaque fois qu'ils soufflaient, ça créait un code. Et ce code était une partie d'une œuvre de Caillebotte, de Renoir et d'autres. Donc c'était la première des œuvres. Et donc ça, j'étais content de mélanger avec le souffle, que le souffle en fait crée une œuvre sur la blockchain et il pouvait repartir et la minter avec. Wow. Donc ça, c'était un vrai... parce que je vous passe les détails techniques, mais on a tous des téléphones différents. Et en général, quand on souffle dans un téléphone, le téléphone se dit, bah, ça c'est du vent, donc il coupe le micro. donc là, on est mal barré parce que du coup, ça marche pas. Donc c'était vraiment des prouesses un peu technologiques. Et l'autre œuvre, c'était un film où là, on a... je la fais courte, mais c'était un bioréacteur dans lequel on avait des levures, des micro-organismes. Et en fait, on a inoculer la vie de Gustave Courbet à l'intérieur de ce bioréacteur. Gustave Courbet, qui est un des plus grands peintres de l'époque, avec une œuvre qui s'appelle L'Atelier, qui est l'œuvre majeure, qui est au centre de la nef du musée d'Orsay. Et donc là, on a récupéré les données de ces micro-organismes, de ces levures, pour faire un film où en fait les micro-organismes dessinaient l'œuvre pour nous. C'était un peu le paysagiste de l'œuvre. Donc on a présenté ces deux œuvres et là j'étais tellement heureux de ma curiosité, mes idées, d'arriver dans cet endroit incroyable. Et la fête n'aurait pas pu être pleine si justement j'avais pas pu jouer et faire une vraie teuf, où tu joues à côté de Lacroix, de Courbet, au milieu des sculptures de Rodin, avec de l'alcool. Les gens pouvaient boire des verres, ils pouvaient danser au milieu. Donc là, on a fait une fête, c'était sold out en une seconde, mais où il y a eu 800 chanceux qui ont pu faire la fête au sein de ça. Et de la même façon que je disais pour les Jeux Olympiques, mais quand on voit le chemin un peu parcouru d'être... Et là, et c'était tellement moi, on était dans un milieu incroyable, avec des artistes... moi, j'ai passé tellement de nuits au musée d'Orsay... Et là, on se dit, mais comment c'est possible? Tu vois, t'es entouré de masterpieces partout. C'était habité, quoi. Et c'est vraiment une fête qui a été... il y avait énormément d'artistes contemporains qui étaient venus, d'art digital, parce que voilà, c'était leur fête à eux aussi. C'est de la même façon, en fait, tout ce qui est art contemporain digital, en fait, était un peu décrié, tout ce qui est blockchain, etc. C'est pas de l'art, un peu comme la musique électronique au début. Et donc c'était un peu leur cérémonie, leur fête à eux. Et il y avait une énergie qui était extraordinaire. Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à un autre invité du podcast que tu connais évidemment, qui a fait les deux, le musée d'Orsay et les Jeux Olympiques. Qui ont Mathieu Le Hanard, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui est intervenu aussi au musée d'Orsay. C'est marrant parce que je me dis, ils ont quand même le nez creux. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fait l'événement avec lui, mais je ne sais pas s'il était déjà designer de la flamme et maintenant très connu de la comment on appelle ça, du coup j'ai plus le terme en tête, le ballon montgolfier, la vasque, voilà, merci, la vasque olympique. Parfois j'ai des trous de toute évidence, mais ouais, ils ont fait un truc avec lui aussi et c'est marrant parce que ils ont vraiment le nez creux sur en fait, ce qui est, je trouve, très beau pour un musée aussi historique que le musée d'Orsay, c'est qu'ils arrivent à se renouveler de manière, tu vois, c'est pas le palais de Tokyo, quoi. Donc c'est très vrai et je dois dire que finalement c'est dans leur ADN. Ouais. Ça a toujours été en fait un peu le musée du scandale historiquement. Il y a Courbet, l'origine du monde. Et Courbet, son œuvre L'Atelier, elle a été refusée au début. Donc Courbet, en fait, il avait ouvert sa propre fondation face au musée, le musée des Recalés. Donc en fait, il y a eu historiquement, c'est toujours un musée. En fait, même si aujourd'hui on a l'impression que tous ces artistes sont là et que c'est normal, mais tous ces artistes, la plupart du temps, quand ils ont proposé, des rebelles. C'est des rebelles. Et donc de la même façon, moi, quand on a fait on avait fait une petite conférence de presse et je me souviens d'une journaliste de l'AFP qui disait mais ça n'est pas possible, comment ils ont pu faire ça? Et je me suis dit, on a gagné. Comment est-ce qu'ils ont pu utiliser une œuvre de Courbet, que ça vit dans un bioréacteur? Comment est-ce qu'ils ont fait cette sculpture et souffler pour créer une... Pour elle, c'était pas l'endroit pour. Ouais. Et je comprends que ça choque. Mais j'étais tellement... Et là, j'étais tellement heureux de voir Virginie et Christophe Leribaud qui étaient
à ce moment-là, le président du musée, avant qu'il aille au château de Versailles, et il me dit t'inquiète pas. Il a pris la parole, il a expliqué. Et là, que le président du musée, qui était aussi commissaire de l'exposition, prenne la parole pour défendre le projet, c'était incroyable. Incroyable. Est-ce que tu te considères comme un artiste accompli? Et sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être un artiste accompli pour toi? C'est une bonne question. Après, je pense que là, après tout ce que tu viens de me dire, là, en fait, le problème, c'est que tu me la demandes en fin d'année. Donc, au début d'année, je leur dis, je sais pas. Comment doute. Je suis quand même en vrai, je suis plutôt en doute permanent. C'est comme ça que j'avance. C'est que je suis rempli de doutes, sans arrêt. Et c'est vrai qu'une fois que tu arrives à faire des projets, aller au bout, que ces projets existent, là, il y a une sorte, en effet, de relief, tu vois. Mais de la même façon, je sais là ce que j'ai envie de faire l'année prochaine. Et donc, je sais que je suis reparti pour une session de doute jusqu'à ce que ça existe. Donc, on est toujours en équilibre, en fait. Je pense que si un jour je perds l'équilibre, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, à un moment donné, tu peux être has-been. Tu peux ne plus avoir d'idées. Ça te fait peur, ça? Bien sûr que ça fait peur. En vrai, oui, parce que je te mentirais si je te dis bah non, parce que c'est un plaisir d'être sur scène, c'est un plaisir de jouer, c'est un plaisir d'être invité à faire des expositions dans des musées ou dans des... C'est un honneur et c'est un plaisir, et surtout c'est un truc qui te porte dans ta vie. Bien sûr. Donc bien sûr que ça fait peur. Et de la même façon, le jour où je me dirais mais non, c'est cool d'être sur TikTok, c'est cool de faire ça, c'est cool d'être arrivé, là de la même façon je pense que c'est fini. C'est-à-dire qu'on a complètement perdu la direction qui est de créer et d'avancer dans des choses qui sont fondatrices. Qui ont un impact, ouais. J'ai envie voilà, c'est un très joli mot, l'impact. Je pense que c'est un mot qui se perd. Je pense que les artistes aujourd'hui se moquent de l'impact, si ce n'est de l'impact du like, mais ou du financier. Ou du financier, mais enfin, c'est lié, quelle tristesse. Quelle tristesse absolue. Donc je sais pas si... Je pense qu'il va être très difficile. Il est devenu très difficile de faire des morceaux impactants. Je trouve ça de plus en plus dur, et ça va être encore plus dur aujourd'hui avec les nouvelles IA. Je crois que si ça reste un plaisir de faire de la musique, de créer, on aura gagné. Parce que je pense que le plaisir de faire de la musique, le plaisir de passer... parfois, c'est pas un plaisir, hein. De se mettre en studio à faire de la merde, c'est un processus difficile. Mais le plaisir de ce moment-là, justement, de toute cette frustration passée et d'arriver à créer un truc, ça, c'est la sève. D'ailleurs, tu peux nous parler un petit peu, c'est vrai que c'est une question que j'aurais dû te poser il y a très longtemps, mais c'est pas venu, du processus créatif. Et justement, parce que je pense que, comme pour les startups, comme pour plein de choses, les gens voient le succès, les lumières, tu vois, j'allais dire le champagne, mais je pense aux paillettes. Bon. Ah, mais on aime le champagne quand même. Ouais, on aime le champagne, mais le processus créatif, c'est un processus qui est dur, c'est un processus qui est rempli d'échecs, c'est un processus enfin voilà, majoritairement ça fonctionne pas en fait. Tu peux nous parler de ce processus-là? Ça m'intéresse aussi pour déconstruire un petit peu l'idée que les gens se font de ce succès entre guillemets, tu vois, d'Instagram justement. Alors je le change. Je change mon processus très souvent. Ok. Il y a eu des périodes où je laissais mon studio branché toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, whatever. Si jamais une idée arrivait, eh ben, il fallait pas que je galère, qu'il y ait un truc qui marche pas, un câble qui soit pas branché, il fallait que Et ça, je pense que c'était une période qui était assez dure pour moi, cette période-là, parce qu'en fait, tu vois, j'ai entre l'album Impermanence et Drift, il y a eu quand même beaucoup d'années. Et entre ces deux albums, j'ai un peu galéré. Et donc, je laissais tout le temps le studio branché au cas où. Finalement, une idée ou une envie ou un truc arrive. Finalement, peut-être que... Donc, c'était branché. Au fur et à mesure, ça a marché, hein, mais il a fallu de nombreuses années. Tu vois, donc c'était pas gagné. Et là, plus récemment, c'est l'inverse. Il est tout le temps éteint. Tout le temps. Un peu comme un écrivain, tu sais, qui se force à pas écrire, qui garde en soi la sève, qui garde en soi... Et le jour où il écrit, par contre, ça découle et tout est écrit. Donc aujourd'hui, je suis dans ce process-là. Mais je sais pas s'il y a un process magique.
Et je pense qu'il y a une vraie part aussi d'auto, où je m'auto-convainc de process qui peuvent m'aider à créer. Parce qu'il n'y a pas de. En fait, s'il y avait une recette, ben, du coup, ça serait industriel. Et puis ça serait moins magique. Hein, du coup, en même temps, c'est plutôt magique d'avoir beaucoup d'idées, beaucoup de résultats, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on perd cette magie au fur et à mesure où on répète une recette, on perd cette magie. Ça reste quelque chose qui est en l'air. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chaos que de grâce dans la création. Je crois beaucoup à ça. Je crois que la grâce, c'est ce qui arrive à la fin, mais il y a tellement de chaos avant d'arriver à cet petit instant de grâce. Ouais, et ça, les gens l'oublient, donc c'est important de le rappeler. Et c'est aussi ça qui fait la différence entre les artistes parfois et les businessmen, d'une certaine manière, je pense. Il y a un peu moins de grâce. Après, je ne vais pas critiquer non plus un vrai businessman. Parce qu'un vrai businessman, pour le coup, c'est aussi, j'ai plein de potes qui sont entrepreneurs, et il y a une part d'art et de folie dans leur boîte, dans leur création. Mais quand on parlait d'artiste businessman, c'est plutôt parce que le mec était plus fort pour vendre des bouteilles et qu'il y ait des tables remplies que de proposer une vision personnelle. Exactement. Merci beaucoup. Je suis très épaté. Alors pour les gens qui regardent le podcast en vidéo, ce qui est possible sur YouTube, entre autres, t'es resté dans cette position. Je suis assez impressionné. Tu m'avais dit. Tu m'as mis dans un état de conscience modifié. C'est la preuve. Ah ouais, là vraiment. Mais c'est d'ailleurs la même. Bon, on va finir sur une anecdote un peu drôle parce qu'on a été deep, mais c'est comme ça. Quand tu fais des sets de 8 heures dans des clubs et que tu vas pas pisser. Comment est-ce possible avec tout ce que tu bois? Putain, c'est vrai. Et j'ai posé cette question à un chirurgien, à un pote à moi récemment, qui opère des transplantations pendant 6, 7 heures, 8 heures. Et c'est la même chose. Ouais. On est dans des états seconds qui fait que, en fait, notre corps dit pas d'information à ce niveau-là. Ouais. Quand c'est fini, tu sais que. Tes jambes vont se déplier. Maintenant que je te l'ai dit, tu vois, tu dis putain, j'ai mal en fait. Mais c'est quoi cette crampe là? Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Écoute, j'ai réfléchi pendant que tu me l'avais juste dit avant qu'on commence, donc j'ai réfléchi pendant l'interview. Et il y a un disque fabuleux qui s'appelle Variation pour un porte et un soupir. Donc peut-être que tu peux choper. Il y a un morceau qui s'appelle La Fièvre, donc je sais pas si tu peux le choper. Bah, c'est ça en fait. C'est réellement entre les deux. Et en fait, je crois que c'est un disque de. Est-ce que c'est Pierre-Henry? C'est possible que ce soit Pierre-Henry qui ait fait ce disque, où en fait il agite une porte sans arrêt. D'accord. Et j'aime bien l'idée que ce soit entre une porte et un soupir. On sait pas. Quelle transition. J'adore. J'adore. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce podcast a été monté et mixé par le studio Plink, qui accompagne Vlan depuis ses débuts. Donc si vous avez besoin de vous faire accompagner par de vrais professionnels sur toutes les étapes de votre podcast de marque, de l'idée en passant par l'enregistrement, qu'il soit audio ou vidéo, le montage, le mixage et la diffusion, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site web. C'est plink.studio, plink.studio. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.